Bonsoir Déborah. Voilà, je vous ai ajouté comme co-host. Donc, vous pouvez arrêter ou faire fonctionner votre micro. Ok. Là, vous m'entendez, Yasmine? Là, oui. Super. Parce on va mettre tous les micros en mute de tout le monde pour éviter les bruits. Ok. Voilà. Donc là, je me remets en mute parce que je dois faire quelques appels. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Donc, nous commencerons à 20 heures heure israélienne, 19 heures heure française dans 3 minutes. Tu m'entends, Yasmine?
נראה לי שאפשר להתחיל. בבקשה. משה, אתה מתחיל? Avec plaisir. Oui. Bonsoir חברים וחברות. L'Organisation sioniste mondiale est heureux aussi ce soir de vous présenter une autre facette de l'État d'Israël. Pour cela, je citerai l'ex-premier ministre israélien Menachem Begin qui avait dit, après son élection en 1977, il avait dit « Yesh shoftim beYerushalayim ». Il y a Israël, en gros, ça voulait dire que Israël est un État de droit, il y a de droit, et les citoyens sont bien entendu tous dépendants de lois qui ont été votées à la Knesset. Ce soir, nous n'allons pas parler du droit israélien dans son ensemble, nous allons surtout parler du droit qui est un peu lié à l'immigration ou à la préparation à l'immigration. Et donc, nous avons ce soir le plaisir et l'honneur de recevoir Déborah Abitbol, qui va nous expliquer qu'est-ce que le droit en Israël d'une manière générale dans le domaine fiscal et professionnel, et que si vous avez ensuite des questions, vous pourriez les poser. Sinon, vous pourriez passer par notre intermédiaire ou directement par le mail de Déborah pour pouvoir avoir des réponses suffisamment intéressantes et concrètes pour vous aider encore un pas de plus à préparer votre alia en terre d'Israël. Merci Déborah, à vous la parole. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Déborah, je compléterai quelques mots sur la présentation de Moshe, que je remercie de son introduction. Maître Déborah Abitbol est un avocat spécialiste en droit international des affaires, en droit pénal international. Elle est diplômée de Paris, Panthéon-Assas si je me trompe. Elle est membre du barreau à Paris et aussi à Jérusalem. Elle a commencé sa carrière à Paris dans différents cabinets et elle est installée depuis quelques années à Jérusalem. Je crois que ça lui donne un petit peu la perspective pour mieux traiter avec nous du système juridique israélien, du métier d'avocat, de son expérience personnelle. Je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent que c'est la 20e rencontre que nous faisons depuis la période du Corona. Vous avez été plus de 15 000 à nous suivre, soit dans le Zoom direct, soit dans le Facebook direct qui maintenant s'est mis en place en parallèle, et surtout dans le Facebook en différé qui sera partagé par un certain nombre de sites que vous pourrez suivre tout au long de la semaine qui vient, évidemment sur notre page YouTube où cette conférence sera déposée pour être suivie. Donc chacune de nos conférences accumule entre 1000 et 3500 vues. Nous sommes très contents. Pour ne pas interrompre notre conférencière, et je la remercie d'avance Déborah, il y a un chat à votre disposition au bas de votre écran dans lequel vous pourrez écrire vos questions que nous le ferons parvenir si urgence durant son intervention, sinon en fin d'intervention. Voilà, et je remercie aussi Naftali Lévy du département des activités sionistes à l'Agence juive, à l'Organisation sioniste mondiale, de nous accompagner depuis le début de cette aventure, que nous espérons continuer tout au long de l'été. Donc voilà, sans plus attendre, en remerciant Moshe Cohen, Naftali et surtout Yasmine, la directrice de nos programmes en France, qui fait en sorte que nous ayons un éventail le plus large possible de la société israélienne à vous présenter. Nous continuons donc ce soir avec Maître Déborah Abitbol du cabinet Abitbol Associés, que je remercie encore. Toda Rabba. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, on vous entend, Déborah. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Yasmine, pour cette invitation. Merci aussi, M. Cohen, pour cette introduction. L'idée, c'était de pouvoir vous apporter d'abord une expérience personnelle, puisque je l'ai vécue en tant qu'avocate française, parisienne, qui a immigré en 2006, après avoir fait mes études jusqu'au doctorat en France et avoir décidé par la suite, après évidemment une petite expérience professionnelle. Déborah, on ne vous entend pas très bien. Si vous pouvez juste… Déborah, il faudra vous approcher du micro. D'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Un petit peu mieux, mais il y a un son qui n'est pas bon.
C'est dommage. Alors, attendez, j'essaie de regarder. Voilà, là c'est mieux. Là, c'est mieux, Déborah. C'est mieux? Ok, parfait. Oui. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, l'idée de ce Zoom, c'était vraiment de vous plonger dans la réalité de ce que peut être une alia professionnelle, sachant qu'effectivement, j'imagine que là, les participants, on est tous dans des corps de métier, notamment spécifiquement aujourd'hui, on va se pencher sur le métier d'avocat. Je m'excuse, Déborah, de vous interrompre. Je préfère qu'on tarde d'une minute ou deux, mais que vous améliorez le son, c'est très important. Je suis désolé. Soit vous avez un micro, soit vous éteignez s'il y a un autre appareil allumé à côté du vôtre. On aurait dû faire un test, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que si je mets un... Est-ce que vous m'entendez? Vous parlez sur un portable ou sur un ordinateur? Non, sur un ordinateur. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux monter les volumes différemment. Mute, Zoom. On est désolé pour ce petit retard, mais ça va s'arranger. Non, mais pas de souci. Alors, est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, mais il y a un arrière-son qui va gêner à long terme, Déborah. Est-ce que on va vous donner un numéro de téléphone, peut-être, Yasmine? Oui. Yasmine, Oui, tu m'entends? j'arrive. Parce que là, je crois que tout est... Déborah, est-ce que vous pouvez appeler? Regardez, Ouais. là où il y a l'icône Attendez, de je vais faire en téléphone, direct vous pouvez appeler. avec le téléphone. Non, c'est un téléphone spécial pour Zoom. On va vous donner un numéro. Regardez où il y a l'icône de micro. En bas de votre écran. En bas de votre écran, là où il y a le micro. Appuyez sur la petite flèche. Et switch to phone audio. Donc là, vous pouvez choisir un numéro israélien. Alors, attendez. J'ai mute, j'ai stop vidéo. Il y a la petite flèche qui est à côté? Non. Oui. Sur la petite flèche à côté du micro. J'ai pas. Si vous avez la télévision, la caméra et le micro à la gauche de votre écran, Déborah. En bas. Ah oui, d'accord. OK. Donc, microphone. Vous cliquez sur la flèche du micro. Tu lui donnes les instructions, Yasmine? Oui, switch to phone audio. Alors. Vous voyez 3 lignes avant la fin? C'est bon. Et là, j'appelle le numéro, c'est ça qui est là? Vous choisissez un numéro israélien et vous appelez sur le numéro et vous mettez l'ID de la réunion. Je vous envoie l'ID là. Normalement, l'ID est sur le... Mais j'ai pas... Apparemment, c'est votre bande Internet qui n'est pas bonne, Déborah. Ouais, pourtant, on a la fibre. Mais bon, alors, attendez. 2 petites secondes. Je vais encore essayer autre chose. Excusez-nous, monsieur. Je viens de mettre le câble. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui. Ouais. On peut essayer comme ça alors? Oui. Voilà, là, j'ai mis le câble. Donc, je suis reliée par câble sur Internet. Donc, peut-être que ça va être plus clair. Oui. Ok, allez-y, on commence. D'accord. Alors, simplement pour vous dire qu'effectivement, le parcours personnel, c'est quelque chose qu'on voulait partager, comme on a dit, parce que je vais pouvoir vous expliquer étape par étape quels a été d'abord les défis, les enjeux, effectivement, c'était le titre de cet objectif ALIA, sachant qu'aujourd'hui, je m'adresse à un public essentiellement de professionnels et qu'on ne peut pas tout laisser. Évidemment, on a plus de 18 ans, on est marié avec des enfants, on est installé.
pour certains au sein de grands cabinets, pour d'autres qui ont ouvert leur propre structure. Donc, ça nécessite d'avoir une visibilité, si je puis dire, sur ce corps de métier qui est tellement particulier parce qu'aujourd'hui, notre métier d'avocat, l'outil essentiel étant la langue, on va se retrouver confronté, en fait, si je puis dire, à plusieurs paramètres. Je ne veux pas dire obstacles parce que ici, tout est surmontable, mais c'est vrai qu'il va falloir faire preuve d'une certaine patience, un espèce de retour en arrière sur nos études. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu vous faire part de ce cheminement qui est possible à tout âge. Il n'y a pas de... J'ai pas vu en tout cas des confrères qui étaient spécialement dans une tranche d'âge particulière. J'ai vu des gens passer l'examen du barreau à 60 ans, à 70 ans, qui l'ont réussi et qui aujourd'hui exercent, avec qui j'ai passé évidemment mes examens. Donc en 2006, je décide de partir en Israël. Et effectivement, quand je suis arrivée en Israël en 2006, j'avais quand même pris le soin de contacter un cabinet. Bon, on peut dire que ça a été un coup de chance quand même, de contacter un cabinet israélien à Tel Aviv pour lui donner, si vous voulez, mon CV et lui proposer ma prestation en tant qu'avocate étrangère. Il faut savoir, et ça vraiment, j'aimerais que ce soit un point qui soit ancré, vous n'êtes pas en déficience, si je puis dire, par rapport à des avocats israéliens. Aujourd'hui, c'est terminé. L'avocat français a sa place et il peut même avoir sa place avec la langue exclusivement française. Et c'est un point, et j'espère qu'il pourra vous rassurer, en tout cas j'essaierai de vous donner la palette complète de ce que l'on peut réaliser en français, dans sa propre langue, tout en étant en Israël, et c'est ça que je vais aborder avec vous, mais c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, et je le dis, bien évidemment, sous toute réserve de savoir comment vous allez travailler par la suite en Israël, dans une structure où il y a des avocats israéliens, en shoot-foot, en coopération, en collaboration, mais le droit français est aujourd'hui un élément central dans le système juridique israélien. Ça peut vous étonner, mais c'est vraiment quelque chose d'important à savoir et on le développera plus tard. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Donc, si vous voulez, je me suis présentée comme une avocate française, tout simplement parce que je n'avais pas cette prétention d'avoir la langue et surtout que vous sachiez, c'est l'hébreu technique tel qu'il est utilisé par la Cour suprême et par les cours de district et même au tribunal Shalom, c'est un hébreu très châtié. Ce n'est pas du tout un hébreu de la rue. Donc, même si vous venez avec un bon niveau, etc., il faudra toujours avoir à l'esprit qu'un ulpan juridique sera toujours nécessaire. Parce qu'il y a des termes et des terminologies et des façons d'écrire qui ressemblent beaucoup à des structures de phrases en anglais. Et donc, c'est quelque chose c'est un outil qu'il va falloir maîtriser, mais on ne le maîtrisera pas en 1 an, ni en 2 ans, on le maîtrisera peut-être en 20 ans. Donc, j'en suis encore à ce stade, en toute humilité, mais ça ne m'a pas empêché de commencer à travailler. La question, donc, c'était de savoir comment j'allais avoir une approche en disant que finalement, j'étais un élément qui venait être une plus-value pour un cabinet israélien et non pas une stagiaire ou une recrue juridique, puisque pour l'instant, même si j'avais tous mes diplômes et que j'avais travaillé en France, finalement, je ne pouvais rien leur apporter en Israël. Et j'ai commencé comme ça à faire des échanges entre des sociétés françaises et ce cabinet donc, israélien qui était spécialisé dans les levées de fonds, dans l'accompagnement de sociétés, également de banques étrangères. Et j'ai commencé comme ça. Ensuite, effectivement, j'ai voulu en parallèle changer mon diplôme. Donc, il a fallu que je m'inscrive à l'Ulpan juridique. Ulpan, donc général, pour avoir bien évidemment tous les matériaux pour pouvoir discuter, mais également Ulpan juridique qui me permettait en fait de commencer à avoir une approche bien spécifique de notre métier. En parallèle, très important, il a fallu tout de suite faire ce qu'on appelle la reconnaissance de diplôme. Elle est très importante. Pour la plupart d'entre vous, ça ne sera pas le long parcours du combattant. Bon, évidemment, j'imagine peut-être que vous êtes dans la tranche, enfin, en tout cas dans ma tranche d'âge, c'était licence et maîtrise. Aujourd'hui, le M1, le Master 1 suffit. Donc, les étudiants qui ont passé, enfin, en tout cas, les juristes et avocats qui ont passé le M1, eux, ont gagné par rapport à nous. Mais effectivement, il faudra présenter les notes, les relevés de notes, etc., de notre licence et maîtrise.
lesquelles devront être traduites, notariées, etc. Et on le présente directement quand on a à peu près 5 ans à partir de 5 ans d'expérience en France en tant qu'avocat. On le présente pour l'ordre des avocats israéliens avec sa carte d'identité, les relevés de notes, enfin tout un dossier qui n'est pas très compliqué au début à réunir, mais qui a son importance parce qu'on va vérifier vos diplômes. On va vérifier que vous avez bien travaillé, qu'il n'y a pas eu d'interruption, etc., etc. Alors, moi, j'ai fait justement cette démarche et je me suis inscrite à l'ordre pour pouvoir passer ce qu'on appelle des examens d'équivalence. Les examens d'équivalence sont obligatoires, c'est-à-dire que vous ayez validé en France 5 ans d'expérience ou moins de 5 ans d'expérience, on va vous demander ce qu'on appelle une mise à niveau, si je puis dire, dans à peu près 9 domaines, ce qui comprend l'hébreu juridique, pour que vous ayez en tout cas cette première approche sur le droit israélien, qui est pour l'essentiel du droit de la common law, il faut le savoir. Donc on va en plus avoir un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'on connaît en France, qui est le droit français, qui est codifié, alors qu'en Israël, pas du tout. On est sur du common law, donc c'est la loi du précédent, c'est le précédent, c'est-à-dire que c'est les dernières décisions de jurisprudence qui vont faire la loi. Et c'est vrai que c'est un changement un petit peu radical au niveau de la méthodologie juridique, les qualifications juridiques, etc., que l'on a connues en France. Donc, une fois qu'on a fait, et je pourrais vous détailler, parce que là, je ne veux pas être trop rébarbatif sur toute la longueur de la reconnaissance. Alors, il y a évidemment les avocats qui ont moins de 5 ans d'expérience, qui vont devoir passer également l'examen final, qui est un examen important. C'est le même, c'est pour ça que je vous disais l'importance d'avoir et une formation à l'Ulpan au niveau de l'hébreu et une formation juridique parce que vous allez être confronté à énormément de termes juridiques. Donc, il y a déjà cette dichotomie entre les avocats qui ont 5 ans d'expérience en France et qui vont pouvoir, après les 9 petits examens que je vous ai expliqués, demander une exemption de l'examen final, qui n'est pas négligeable, parce que l'examen du barreau israélien, c'est un examen extrêmement important. Il a été renforcé au niveau de la difficulté, à savoir qu'on avait au début un QCM où il fallait obtenir 61, mais il a été aujourd'hui, vu le nombre d'avocats pas sur la place de Paris, mais peut-être sur la place de Tel Aviv et Jérusalem, ils ont durci un peu les examens et ils ont rajouté aussi un oral. Donc, il va falloir être prêt pour savoir s'exprimer correctement dans un hébreu soutenu, juridique, ce qui va nécessiter effectivement d'avoir une bonne formation préalable. Alors, les avocats qui ont plus de 5 ans d'expérience, ils ont aussi un autre choix qui pourra s'ouvrir à eux, à savoir qu'il peut y avoir effectivement des avocats qui ne sont pas intéressés du tout à travailler en hébreu. En se disant, ben moi j'ai travaillé 30 ans, 40 ans en français, je n'ai pas envie maintenant de reprendre, de recomprendre tout un système juridique. Ce que je voudrais, c'est pouvoir travailler dans ma langue. C'est possible. Aujourd'hui, ça a été ouvert par le barreau, à savoir que le barreau israélien permet à des avocats, et même j'ai envie de vous dire, si vous appartenez à un cabinet qui envisagerait par exemple d'ouvrir une branche en Israël, bien évidemment il y a des conditions, à savoir la souscription d'une assurance, une caution, enfin il y a énormément de conditions, mais c'est quelque chose de possible aujourd'hui en passant un examen d'éthique et de travailler dans sa langue. Ça veut dire que vous devenez, donc il faudra l'autorisation de votre barreau local, mais vous devenez d'une certaine façon un conseiller, et donc même pas qu'un conseiller, un avocat qui va donner un conseil en droit étranger en Israël. Ce n'est pas négligeable, parce qu'aujourd'hui, la communauté française s'agrandit de plus en plus. On a besoin de conseils en fiscalité, on a besoin de conseils en succession internationale. On peut avoir besoin, pour 1001 choses, de son avocat français directement en Israël. Donc, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'accéder à l'ALIA, si je puis dire, d'une façon beaucoup moins contraignante que de devoir repasser ou de se sentir étudiant pendant
un laps de temps qui est quand même important. Je vais vous dire pourquoi, parce que les sessions d'examen sont tous les 6 mois. Alors, je vous parle pour les 9 petits examens qui concernent les Olim Kardashian. À la suite donc de cette période où il faut passer les 9 examens, donc généralement les personnes elles le font en 1 an. C'est quand même difficile de le faire en 6 mois parce qu'il faut les préparer. C'est des examens de 3 heures. Il faut quand même avoir étudié un peu la matière. On est sur du droit constitutionnel, enfin concatif, droit du travail, droit des sociétés, droit fiscal. Donc il y a quand même un panel de droits à connaître et c'est des cas pratiques. Donc il faut quand même pouvoir maîtriser, surtout en hébreu, pouvoir maîtriser le cas pratique. Il y a une possibilité de les passer en français aussi, c'est tout à fait possible, moyennant des frais de traduction, etc. Mais ce que je vous conseille quand même, c'est déjà de vous mettre dans le bain du droit israélien. Et à la suite de ça, donc de ces examens, s'ils sont réussis et tous validés, en tout cas dans un nombre minimum, vous pouvez commencer votre stage. Alors le stage, c'est pareil, on va se retrouver stagiaire à 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais ce stage, d'abord, il est d'une part, il est obligatoire, et en même temps, je vous conseillerais vivement ceux qui veulent soit continuer à travailler en français, de le faire dans un cabinet francophone, comme nous, on est effectivement, par exemple, on reçoit énormément de stagiaires et on a justement, Stagiairine, on a reçu beaucoup de stagiaires et qui ont continué leur épanouissement en droit français, mais qui se sont aussi plongés dans le droit israélien parce qu'il y a une vraie interaction de ce que je fais comme métier et je vous expliquerai un peu plus par rapport au droit que je pratique, et, ou alors des avocats français qui se sont vraiment plongés que dans du droit israélien en intégrant des cabinets exclusivement israéliens pendant leur année. Alors, généralement, ce type d'avocats, c'est des avocats qui sont quand même beaucoup plus jeunes et qui n'ont pas envie de rester au barreau français. Ils se sont dit, bon voilà, j'ai fait le saut, j'ai fait mon alia. Maintenant, la France, c'est plutôt derrière moi. J'ai effectivement mon bagage, mais je préfère travailler en hébreu. Sachez quand même qu'il faut avoir une vraie force de travail parce que pour rédiger, par exemple, des conclusions à la Cour suprême, c'est quelque chose qui m'a pris 4 à 5 ans. Donc, et je ne vais pas aussi rapidement qu'un avocat israélien. On ne pourra jamais, je pense, vraiment, encore une fois, je parle peut-être pour mon expérience personnelle, ne pourra jamais être au niveau d'un avocat israélien qui rédige d'un trait de plume des conclusions parce que toute sa vie, il les a passées dans des écoles israéliennes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le barreau a compris que pour pouvoir aider les professions juridiques à monter en Israël, il fallait ouvrir les horizons et surtout les éléments d'extranéité qu'on va retrouver aujourd'hui et les interactions qu'il y a entre le droit français et le droit israélien ont permis finalement, et j'en suis très contente, de donner une place aux avocats français. Et je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, en droit des successions, si vous êtes amené à travailler dans un cabinet israélien, qui va vous dire, bon voilà, il y a un dossier de droit des successions internationales qui est arrivé. Je vous donne juste l'exemple, comment ça peut se qualifier de droit des successions internationales. C'est-à-dire qu'on a des héritiers, par exemple, en Israël, des héritiers en France, un défunt qui est mort en France ou en Israël, mais qui a laissé des biens dans les deux pays. Et finalement, vous allez voir que vous allez être d'une utilité, j'ai envie de dire, indispensable et centrale, puisque le juge israélien lui-même, dans ce type de succession, va demander une expertise en droit français. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien évidemment, mais vous allez toujours avoir des problématiques où le juge israélien, ne sachant pas comment s'harmonise ou s'articule la réserve héréditaire, où il y a des biens, ou savoir si le défunt souhaitait l'application de la loi française ou de la loi israélienne, est-ce que le règlement européen s'applique ou pas. Donc, il va y avoir toute une interférence à ce niveau-là. Et vous, en tant qu'avocat français, vous allez être en charge de vérifier ces points dans une expertise. C'est un point très important. Vous pouvez également être amené, dans les futurs cabinets que vous allez intégrer, à travailler sur du droit de la famille. À savoir que des Français qui se sont mariés en France il y a 20 ans, avec un régime de séparation de biens, qui ont donc
toujours gardé avec eux un contrat de séparation de biens qui n'a pas été changé. Selon la Convention de 78 de La Haye, pour laquelle Israël est signataire, par exemple, il y a dans la loi israélienne pure, la loi sur les régimes matrimoniaux, c'est l'article 15, un renvoi à la loi étrangère. À savoir que le juge va dire, bah, écoutez, si vous me présentez un contrat de séparation de biens, moi, je ne suis pas compétent, je souhaite une expertise, je souhaite savoir comment le droit français va s'appliquer, sachant qu'on est dans une procédure israélienne de divorce entre deux Français qui sont montés en Israël, on va dire depuis 10-15 ans, et qui décident de divorcer, va s'appliquer devant le juge israélien, et c'est incroyable, mais va s'appliquer ce contrat de séparation de biens. Donc, je peux vous assurer, en tant qu'expert quand j'interviens, qu'aucun avocat israélien ne connaît l'application du droit français. Pire, s'il fait fi de l'existence de ce contrat, il peut faire perdre tout le dossier en droit de la famille à son client. Donc, sachez l'importance aujourd'hui, et ça, c'est deux petits exemples, j'en ai une multitude à vous donner, même en droit des sociétés, des sociétés où il y a eu effectivement des contrats ou des partenariats entre des sociétés françaises et israéliennes, et que le contrat a été rédigé en français, où il y a des clauses sur, par exemple, des taux sur le commissionnement d'un apporteur d'affaires, etc., etc. Donc tout ça fait qu'il y a une interaction forte entre le droit français et le droit israélien, et de plus en plus, puisqu'évidemment, il y a des vagues d'alias, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le droit français. Alors peut-être que c'est pareil pour d'autres pays, j'imagine avec les Américains qui viennent, etc. Mais en tout cas, pour les Français, même au niveau fiscalité, je ne vais pas aborder aujourd'hui ici la fiscalité, mais c'est aussi un point important de savoir qu'il va falloir aider les Olim Khadashim pour savoir s'ils sont toujours résidents fiscaux français, résidents fiscaux israéliens, est-ce qu'ils ont fait leur changement de résidence fiscale. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée en tant qu'avocat français. Et ça sera à vous de déterminer la façon dont vous allez pouvoir pratiquer votre expertise, si je puis dire que vous avez peut-être toujours pratiqué en France, et dans quelle mesure vous allez pouvoir faire valoir votre expérience professionnelle. Donc, je répète, vous ne partez pas avec un handicap quand vous venez, vous partez avec une valeur ajoutée. Et c'est comme ça que je me suis présentée quand j'ai voulu faire mon stage, après que j'avais passé mes 9 petits examens, que je me suis présentée. Alors moi, j'ai voulu quand même intégrer la Sanegoria, qui est le Public Defender Office. C'est, si vous voulez, l'aide juridictionnelle au niveau pénal, mais qui est très organisée, un peu à l'américaine. Et j'ai tapé à la porte en disant, écoutez, vous allez avoir besoin de moi. C'est très prétentieux, mais attendez, ça intrigue. Donc, du coup, ça a interpellé le responsable du ministère qui m'a dit, mais en quoi on va avoir besoin de vous? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre pénal, il va y avoir également beaucoup d'infractions qui ont été faites par des Olim Khadashim, malheureusement, mais qui sont en cours d'instruction, qui ont un jugement par défaut et qui sont partis en Israël avant que ça soit retranscrit sur leur bulletin numéro 3. Donc, j'ai dit qu'il allait avoir un vrai besoin au niveau pénal pour comprendre et aider, si je puis dire, ces personnes, puisqu'ils ont le droit à une représentation, ils ont le droit à une défense, et qu'un avocat israélien serait incapable de lire un dossier d'instruction dans le cas d'une demande d'extradition, par exemple. Puisque l'extradition entre la France et Israël, il faut savoir, elle existe, elle est pratiquée tous les jours, puisque Israël est signataire également de la Convention d'extradition de 1957. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de liens. Alors, juste pour finir, quand je suis rentrée donc à la Sanegoria, bien évidemment, je ne me suis pas trompée. Commencer, si vous voulez, à émerger toutes les difficultés par rapport aux histoires du CO2 qu'il y a eu, les infractions au président, etc., etc. Et les personnes se trouvant en Israël, généralement, soit les juges d'instruction, soit le parquet, soit les tribunaux, demandaient l'extradition des ressortissants israéliens, mais qui avaient commis en fait les infractions lorsqu'ils étaient nationaux français. Donc, bien évidemment, Israël coopère activement dans ce domaine et que tous les documents qui arrivaient donc auprès du ministère étaient en français. Donc, j'ai pu encore une fois
leur expliquer comment fonctionnait la phase d'instruction, comment on pouvait faire valoir tous ces arguments devant le juge israélien, puisque le juge israélien demande également une expertise, ne comprenant pas ce que c'est l'instruction. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas de phase d'instruction, il y a une enquête. Elle se termine généralement très rapidement. On n'est pas sur des délais qui peuvent atteindre les 2 ans de mise en examen, etc. Et tout de suite, il y a ce qu'on appelle un acte d'accusation. Donc, ça a été très dur pour les juges de comprendre qu'une personne pouvait être mise en examen, mais sans être accusée encore, puisqu'on sait très bien chez nous en France que l'accusation va démarrer, si je puis dire, lorsqu'il y a une ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel ou cour d'assises. Donc, c'est des choses sur lesquelles, encore une fois, un avocat français pourra parfaitement apporter son expertise. Donc, à vous de bien réfléchir lorsque vous allez commencer ces démarches d'ALIA, de comprendre finalement qu'est-ce que j'ai fait en France dans mon cœur de métier en tant qu'avocat, quelle va être ma plus-value, sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément d'échanges entre la France et Israël au niveau fiscal, au niveau succession, au niveau droit matrimonial, au niveau pénal. Donc, il y a vraiment une plus-value et c'est très important que vous en ayez connaissance et ne pas venir avec un handicap. Voilà. Après, bien évidemment, c'est très bien de s'intégrer au système israélien. De toute façon, vous y serez amené parce que vous allez côtoyer soit un cabinet d'avocats israélien, mais aujourd'hui, il faut vous présenter avec votre carte de visite en disant, regardez, même le plus grand cabinet d'avocats israélien va avoir besoin d'un avocat français parce qu'il aura besoin d'expertise de façon récurrente. Et moi, je travaille avec beaucoup d'avocats israéliens en ce sens, et des grands cabinets, où effectivement, l'associé, quand il va traiter un dossier de divorce international, ne sera jamais en mesure d'expliquer à un juge israélien comment appliquer le contrat de séparation de biens. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. Et puis donc après mon stage, moi j'ai eu une exemption évidemment. Donc ça m'a quelque part c'est bien l'exemption du barreau parce que effectivement vous pouvez commencer tout de suite. Il n'y a pas cette période difficile où il faut quand même se plonger pendant un temps important qui est au moins entre 3 et 5-6 mois pour les Olim Kardashian. Ça, je parle pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas eu d'exemption, qui ont moins de 5 ans d'activité professionnelle en France. Donc, ces personnes-là, elles vont devoir, après les 9 petits examens et après le stage, qui est passé à 18 mois, mais là, encore une fois, il peut y avoir des dérogations et on peut réduire le stage à 12 mois. Elles vont devoir passer l'examen final du barreau comme tout avocat israélien. Donc, sachez que pour ces personnes-là, qui sont généralement plus jeunes parce qu'elles viennent avec une expérience qui est moindre, ou alors elles ont simplement fini leurs études en France, elles ne se sont même pas inscrites au barreau, au petit tableau, et puis elles viennent directement en Israël en disant, voilà, moi je change de vie, je ne veux pas continuer en France. Mais je m'adresse évidemment à eux. Eux, de toute façon, ils devront se confronter à cet examen qui est faisable. Je vous donnerai, si vous voulez, les pourcentages des Olim Kardashian. Il y a quelque chose d'important que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des ajouts de temps. C'est très important de les demander, notamment pour le nouvel immigrant, des ajouts de temps de 20 minutes, 45 minutes, 70 minutes pour pouvoir préparer les examens. C'est des choses qui sont fondamentales parce qu'on n'a pas la possibilité de réfléchir directement en hébreu. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va venir avec le temps, mais si vous voulez, au niveau de la méthodologie, au niveau de la mémoire, on n'est pas suffisamment rapide pour pouvoir réfléchir en hébreu. Ça vient, mais ça ne vient pas tout de suite. Donc, c'est toujours bien de pouvoir avoir et bénéficier de ces ajouts de temps qu'il faudra que je pourrais aussi vous communiquer. Il y a également un point que j'ai oublié de vous préciser, c'est que tous vos frais de traduction de vos diplômes peuvent être pris en compte. Il faut le savoir, il faut juste en faire la demande auprès du Misrad Aklita. Je crois que c'est un panier d'aide jusqu'à 4000 shekels, donc c'est suffisant pour pouvoir traduire tous vos diplômes. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis la France avant même votre alia. Donc il faut se renseigner. Je sais qu'il y a des responsables de département
qui justement commencent à préparer les dossiers, en tout cas professionnels, pour ceux qui le désirent. Et c'est toujours bien parce que vous venez avec quelque chose qui est déjà, vous évitez toutes les paperasseries administratives en arrivant, ce qui est un plus pour pouvoir directement vous inscrire auprès de l'ordre des avocats israéliens et pouvoir débuter la première session qui va arriver. Je crois qu'il y en a une on est en janvier et une en juin, je crois. Il faudra que je vérifie. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il faut aussi savoir un point à noter. Les études qui ont été faites à distance, je parle des études qui auraient pu être faites depuis, enfin, vous savez, avec les examens qui sont juste envoyés, etc. Ça, ce n'est pas reconnu en Israël. Donc, il faut bien faire attention d'avoir des détentions de licence et maîtrise en bonne et due forme des universités. Ça, c'est un point important. Donc, auprès du responsable, vous pouvez faire valoir tous vos documents, vérifier avec lui vos traductions, vérifier avec lui que vous êtes bien dans les normes au niveau de la licence, de la maîtrise, que vous disposez bien de tous vos relevés de notes, c'est important aussi. Il y avait quelque chose aussi que je voulais vous expliquer. Oui, pour les 9 petits examens que je vous ai indiqués, il faut avoir 61 au minimum et chaque examen dure 3 heures. C'est important. Comme je vous ai expliqué aussi, vous pouvez répondre en français, mais c'est moins, ça risque de créer un handicap pour la suite parce que c'est vraiment vous émerger un petit peu de façon générale, pas exhaustive, mais en tout cas générale, sur les différents droits que vous allez devoir passer en examen. Donc ça, c'était un point que je voulais voir avec vous. Voilà, les 4000 shekels aussi, les temps, ça on en a parlé. Donc de 12 à 18 mois pour le stage. Ça sera à vous de voir, encore une fois, en fonction de votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous allez choisir comme voie. Est-ce que vous allez peut-être tout simplement vouloir vous lancer dans l'aventure d'être un avocat étranger en Israël, ce qui est possible aussi, ou de présenter votre candidature au sein d'un cabinet en revendiquant votre titre d'avocat étranger. Inscrit sur une liste, hein, bien évidemment, auprès de l'ordre. Auprès de votre ordre local, il faudra une autorisation d'exercer à l'étranger, ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que je suis avocate au barreau de Paris qui est autorisée à exercer à titre principal à l'étranger. C'est important que les clients le sachent parce que bon, ils ne vont pas venir. Alors, il faut avoir faudra garder une domiciliation en France. Ça, c'est les exigences de l'ordre local français. Moi, c'est l'ordre des avocats du barreau de Paris. Donc après, je ne sais pas pour les autres barreaux, mais il faut garder une domiciliation, ce qui vous permet également, c'est ça qui est très important, de pouvoir gérer les dossiers de vos clients qui sont en Israël et qui ont toujours des procédures juridiques françaises pendantes en France. Je m'explique. Ça peut être, par exemple, un Israélien, enfin un Français qui a immigré, mais qui a toujours ses affaires en France et qui a besoin de liquider une société ou qui a besoin qui est en conflit avec un associé français et il va avoir besoin d'un relais. Et vous pouvez être le relais essentiellement sur le droit français. Alors, comme vous le savez, en plus aujourd'hui, avec la clé RDPA, on peut facilement déposer les assignations, tout se fait à distance. Aujourd'hui, Zoom s'est de plus en plus développé, vous pouvez organiser à distance, mais c'est vrai que vous pouvez aussi vous présenter, en tout cas dans le cadre de vos activités, comme un avocat qui pourra, si vous restez inscrit au barreau de Paris ou ailleurs, au barreau français, qui pourra représenter ses clients et surtout avoir cette proximité avec vos clients en Israël pour pouvoir préparer vos dossiers et les gérer en France. Donc, vous voyez que même à ce niveau-là, vous ne perdez pas le lien avec le droit français pur parce qu'il se peut que vos clients, et moi je le vois tous les jours, il se peut que vos clients vous sollicitent sur du droit français pur, pas simplement des expertises dans le cadre de procédures en Israël, mais sur spécifiquement des procédures françaises. Je vous donne un exemple concret. Une Israélienne est venue me voir. Elle a des liens, enfin, elle est française,
mais elle est française par son père. Mais elle a eu un souci avec une personne qui a fait un abus de faiblesse, qui lui a dérobé tout son argent en lui faisant croire qu'elle avait investi dans un appartement en France, alors qu'il n'y a jamais eu d'autorisation de construire. La personne a fait des photos, donc elle avait transféré une somme quand même importante pour elle, puisqu'elle était veuve de 105 000 euros. Et elle était désemparée parce qu'elle n'a pas pu ouvrir une plainte au consulat, elle ne s'est pas faite comprendre, elle avait d'énormes difficultés pour essayer de retrouver cette personne à qui elle a donné toute sa confiance. Et juste pour vous dire la petite histoire, c'est que cette personne donc, qui est israélienne avait besoin d'une procédure purement française, c'est-à-dire de déposer une plainte simple auprès du procureur. Ce qu'on a fait, une information a été ouverte et on vient de gagner le dossier. Donc, cette personne a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis, plus le remboursement des frais d'avocat et plus toutes les sommes qu'elle lui avait versées. Donc, vous montrez aussi que tout ça, je l'ai géré à distance. Je n'ai pas eu besoin de me rendre en France. Évidemment, si vous êtes toujours sur les deux barreaux, vous pouvez bien évidemment vous rendre en France pour les audiences, mais j'ai pris un confrère avec qui je suis restée en contact et qui a pu assurer la postulation auprès du tribunal correctionnel. Donc, sachez aussi que vous allez avoir nombre d'Israéliens qui vivent ici, qui ont besoin d'avocats français. J'ai un autre dossier où j'ai deux clients israéliens qui sont en conflit sur un vol de brevet avec une société française. Alors qu'il y avait un partenariat entre eux, qu'ils ont développé donc justement le brevet, et la société française a inscrit les brevets à son nom. Donc, au lieu d'inscrire les perfectionnements de ce brevet au nom de la société israélienne. Pareil, cette société israélienne a besoin exclusivement de conseils, d'accompagnement en droit français. Donc, vous êtes sur place, vous avez cette proximité avec le client, si je puis dire, qui est indispensable, donc vous ne la perdez pas, et vous pouvez parfaitement gérer votre dossier en droit français depuis Israël. Donc, c'est des choses qui sont peut-être qu'on ne dit pas suffisamment. Donc, ce n'est pas vraiment l'ALIA comme on l'imagine, peut-être qu'on peut l'imaginer il y a 30 ans, où on change complètement de langue, on change de pays, on change de culture. Non, pas du tout. Ça dépend dans quelle optique vous vous placez. Et moi, j'ai voulu garder effectivement ma particularité en droit français, mon apport en droit français, parce que c'est là que je connais le mieux mon domaine d'activité. Et effectivement, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait une vraie niche dans de nombreux domaines du droit qui permettait justement de pouvoir continuer à exercer en toute sérénité et ne pas être frustré, si je puis dire, parce que je pense que c'est le mot-clé de la majeure partie de mes confrères avec qui je suis en contact, c'est la frustration de ne pas pouvoir avoir le niveau requis pour pouvoir et pour pouvoir plaider comme un avocat israélien. Alors, bien évidemment, chacun peut se lancer des défis. Moi, je l'ai déjà fait et j'apprécie beaucoup quand je me retrouve devant une cour de district à devoir plaider un dossier d'extradition. Mais c'est important de savoir ce sur quoi on est capable de gérer pour ne pas, si vous voulez, anticiper, et on sait très bien à quel point on est responsable dans notre métier sur les conseils qu'on peut donner à nos clients et de ne pas faire d'impair, si je puis dire, parce qu'on n'aura pas connu une loi en hébreu qu'on n'aura pas encore déchiffrée ou qu'on n'aura pas vue, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes mécanismes, les mêmes automatismes, pardon, que de prendre notre LexisNexis ou Dalloz, où on ne va pas avoir cette facilité à la lecture des jurisprudences qui sont très longues en Israël, contrairement à la jurisprudence des cours de cassation qu'on connaît, qui font une demi-page. Les décisions de jurisprudence de la Cour suprême peuvent aller jusqu'à 50-70 pages, facilement, sur des petits dossiers, des petits points. Donc, c'est très important de savoir qu'on ne peut pas maîtriser tous les termes et un terme bien interprété risque de donc, voilà. Déborah, oui. on vous perd un petit peu au niveau du son, donc je vais parler un petit peu, le temps peut-être que vous récupérez le son. Hop. En disant que vous, d'abord, merci aux personnes qui ont été aussi assidues, parce qu'effectivement, le son n'était malheureusement pas d'excellente qualité ce soir, exceptionnellement, mais c'est vraiment un problème de réseau. On s'en excuse. En tout cas, en attendant que Déborah reprenne, peut-être éventuellement pour terminer son propos. Est-ce que là, vous m'entendez mieux?
Un petit peu, mais le son est resté défectueux. Je voulais simplement d'abord vous remercier. Je voulais simplement dire qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Une partie ont été répondues par des collègues ou d'autres personnes qui s'y connaissent. D'autres, on s'est permis de mettre vos coordonnées pour des personnes qui veulent vous contacter. Évidemment, s'il y a des questions qui ne sont pas de l'ordre auquel vous pensez devoir répondre, vous pourrez toujours les transférer vers Yasmine et vers nous-mêmes. Si ce sont des questions purement liées au domaine de l'ALIA. Je pense qu'on a effectivement ce soir un auditoire essentiellement de professionnels. Donc voilà, je voulais juste gagner un peu de temps pour vous permettre ou de conclure ou de continuer en espérant que le son s'est amélioré. Bah, moi, c'est comme vous voulez, Adi. Est-ce que vous voulez que je fasse une interaction maintenant et que je commence à répondre aux questions? Sachant qu'évidemment, il y a énormément de… Maintenant, le son est parfait, Déborah, il faut savoir. Oui. Alors, Avi, est-ce que tu veux qu'on… Parce qu'il y a pas mal de questions et comme on s'approche à la fin… Vas-y, Yasmine. Donc, il y a une question, c'est concernant le stage. Bonsoir, quand vous dites 5 ans d'expérience, est-ce que 5 ans inscrits au barreau en France ou est-ce que les années en qualité de juriste après omission de l'ordre peuvent compter aussi? Oui, je vous le dis. Dans les 5 ans, il y a cette possibilité de prendre en compte, mais c'est ce qu'on appelle taftit shipouti. Alors, Yasmine, vous allez m'aider. Ce n'est pas vraiment juriste, c'est vraiment avoir eu un rôle dans le cadre d'un tribunal. C'est-à-dire soit avoir été juge, soit avoir été auxiliaire de justice. Donc, Racham. Oui, et Choliot, qu'on peut aussi faire valoir le titre de Racham, mais encore une fois, à soumettre auprès de l'ordre. Mais Tafkit Chipoudi, ils sont extrêmement méticuleux sur la définition qu'on va en donner. Donc, à prendre avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est l'activité en tant qu'avocat, mais le Tafkit Chipoudi, je vous enverrai la loi, elle peut être, encore une fois, après, tout dépend comment on va traduire, comment on va expliquer ce qu'on a pu faire dans une fonction de juge, en fait. Mais ça peut englober, comme vous dites, ça peut englober… De toute façon, la décision reviendra comment dirais-je, en Israël, aux autorités de reconnaître ou pas. Donc, les gens qui sont sur la limite, ce sera très important de savoir comment ils présentent leur traduction et comment elles sont valorisées ici. C'est très important de le faire par un professionnel, de le faire vérifier, même de le faire vérifier avant effectivement de le valider, de le déposer. C'est extrêmement important. Vous savez, par exemple, en Tafkit Chipoudi, par exemple, un auxiliaire de justice, c'est quelqu'un qui a aidé le juge pendant une certaine période et qui est une vraie fonction, par exemple, en France. Mais si vous ne précisez pas, un auxiliaire de justice va être peut-être traduit comme mitmaché. Et mitmaché, c'est un problème parce que mitmaché, vous retombez dans le statut de stagiaire. Donc, ça ne sera pas pris en compte par l'ordre. Vous voyez, donc c'est très important d'avoir une vraie définition de chaque… Alors, c'est la bonne occasion de rappeler qu'effectivement, comme l'a dit Maître Abitbol, il y a une prise en charge maintenant par le Bistrat de la Clita de plusieurs milliers de shekels, je crois de l'ordre de 4000 shekels, pour vous aider à traduire ces documents. Donc, effectivement, il faut vraiment faire appel à des spécialistes et de façon des spécialistes éventuellement qui ont déjà une expérience dans le domaine pour vous aider à voir la meilleure mise en valeur de votre passé professionnel en France. Oui. Qui va vous aider parce que je crois qu'elle vous l'a dit suffisamment, Maître Abitbol, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi que beaucoup de personnes ont réussi et qui ont beaucoup de mérite, comme elle d'ailleurs et comme d'autres personnes, et je crois qu'il faut les féliciter. C'est peut-être un des parcours qui ont le plus grand challenge en Israël pour un nouvel immigrant, parce qu'effectivement, en dehors de la langue, on rentre dans un nouveau système, nouvelle relation humaine, une nouvelle approche, une nouvelle culture, une nouvelle juridiction, même si effectivement on peut garder une partie importante ou plus ou moins importante, chacun en fonction de ses choix, d'une relation avec une clientèle francophone de plus en plus nombreuse. Et nous sommes à la veille d'une nouvelle vague d'Alia de France probablement, et donc qui va aussi nécessiter
un accompagnement de professionnels, comme on le dit, franco-israéliens, dans les différents domaines professionnels, parce qu'eux-mêmes auront des difficultés de langue. Et donc, je crois qu'il y a des opportunités. Ça demande de s'y préparer au mieux, de savoir ce qui est à vos dispositions, tant au niveau des aides, des accompagnements, des professionnels. En tout cas, je crois qu'on ne peut que remercier, ce n'est pas une conclusion, mais que remercier Déborah d'avoir accepté de partager son expérience et de nous encourager à sauter le pas. Je crois que c'est un challenge extraordinaire. Donc, on continue dans les questions, s'il y en a, Yasmine. Oui, il y a une question de Benjamin. Donc, une expérience en qualité de directeur juridique pendant plusieurs années n'est pas prise en compte. Cela revient à étudiants sans expérience. Exact. C'est le problème. Parce que ce n'est pas considéré comme un tapis de chipotis. Alors, par contre, juste une petite parenthèse là-dessus, de ce que je me rappelle par rapport aux juristes. Les juristes d'entreprise qui ont validé, je crois, plus de 7 ans d'expérience dans un endroit, eux sont autorisés à passer ce qu'on appelle un examen en France pour devenir avocat. Donc, il faudrait peut-être se renseigner avant avant la reconnaissance des diplômes, parce que là, ça peut être intéressant d'avoir le... Je sais qu'il y a un examen spécial pour les juristes d'entreprise qui ont validé une certaine expérience en France, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un point important à vérifier. Alors, je voulais répondre à la question de Galit, parce que je ne sais pas si Maître Abitbol a la réponse. On parle de classes préparatoires pour les examens. Ça a existé en France à différentes reprises. Il y a même des gens qui ont pu valider leur admission au barreau israélien grâce à ces examens préparatoires et ces préparations qui se faisaient à l'époque en France. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un nombre suffisant de candidats, il peut y avoir, mais je ne suis pas sûr que ça existe à l'heure où je vous parle. Un peu comme, peut-être certainement tout le monde va me dire Cap Avocat ou toutes ces choses qu'on connaissait en France. Je pense, oui, il y a des formations privées en Israël. J'ai plus le nom en tête, mais c'est chapeauté par l'ordre des avocats et c'est un programme intense. Oui, mais il parle de préparation en français, les Déborah. Alors, oui. Alors, attendez. Préparation en français, de ce que je sais, de ce que je connais, c'est qu'il y a un juge, je ne sais pas s'il est toujours en exercice, mais il était il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Yoel Tour et qui faisait la shlichut entre la France et Israël, justement pour aller préparer les futurs candidats à l'ALIA. Donc, il faut vérifier. Il faut qu'il y ait un groupe, je crois. Il faut qu'il y ait un groupe minimum d'un certain nombre de personnes. Et on pourra le faire organiser, soit par l'agent juif, soit par d'autres organismes. Et voilà, il y avait une question concernant combien de cabinets, quelle est la proportion des cabinets généralisés et des cabinets spécialisés ou de niche? Et ça, c'était une question. Et pourriez-vous nous conseiller des manuels pour commencer d'ores et déjà à étudier? Alors, au niveau de la répartition des cabinets, il y a effectivement les gros cabinets, tels que Ernst & Young, qui fait en même temps du conseil et aussi de la fiscalité. Il y a des cabinets américains, un peu comme on connaît en France les grosses structures. Il y a les cabinets, ce qu'on appelle les cabinets boutiques, c'est-à-dire un peu comme nous, où il y a 3-4 associés et une structure avec chacun ses compétences, chacun son expertise. Donc, c'est quand même plus des cabinets à taille humaine, si je puis dire. En tout cas, par exemple, à Jérusalem, là où on exerce, c'est plus des cabinets à taille humaine ou des indépendants. Ça dépend. Parce qu'il faut quand même savoir une chose importante, c'est que le droit immobilier est très prépondérant. Contrairement au domaine du droit immobilier en France, où on sait qu'il est exclusivement de la compétence, en tout cas sous la coupe des notaires, en Israël, tout est géré par l'avocat. Donc, il y a énormément d'indépendants qui se sont orientés sur cette voie et qui ne font que du droit immobilier. Moi, ça n'a pas été ma volonté, mais il y a beaucoup de Français qui s'orientent sur cette voie et qui travaillent en tant qu'indépendants. Donc,
Il y a toutes sortes de structures. Il faut savoir aussi que les structures sont extrêmement souples en Israël. Il n'y a pas les structures qu'on connaît en France, CELAR, etc., où on doit déclarer tout à l'ordre, etc. Vous pouvez parfaitement avoir des associés et simplement avoir ce qu'on appelle une récurrence au niveau du traitement des dossiers qui vous permettra de dire que vous êtes associé. Donc, il y a une vraie souplesse. C'est un peu comme les structures sociétaires en Israël, c'est-à-dire qu'on n'a pas 10 000 exemples. On a l'entreprise individuelle, la SARL ou le partnership, alors qu'en France, on a une multitude de structures. Donc, c'est très ouvert, c'est très la possibilité de pouvoir se mettre en coopération. Plusieurs cabinets, c'est quelque chose qui est très ouvert. Donc, ça dépendra effectivement de l'activité que vous envisagez. On nous confirme bien que c'est le juge Joël Sour, effectivement, qui continue à faire ça. C'est toujours en fonction. Donc, il faut vraiment peut-être, ce que je vous propose… Le relancer, effectivement. Oui. En tout cas, moi, je veux simplement rappeler, pour moi, pour conclure, que parmi ces différentes activités, notre organisation, pour ceux qui le savent, a aussi un Ulpan préparatoire pour juristes à Paris. Je crois que ça aussi, c'est une étape importante. Après avoir fait un Ulpan de base, pour ceux qui ont vraiment un niveau d'hébreu débutant, peuvent par la suite se spécialiser déjà à Paris pour progresser. Ça ne sera certainement pas suffisant, pas à la place d'une formation en Israël, mais ça vous donnera quand même des bases supplémentaires sur le monde juridique en hébreu. Et donc, nous avons ces Ulpan préparatoires pour différentes professions, d'ailleurs, qu'elles soient médicales ou qu'elles soient du monde juridique ou d'autres. Donc, c'est très important, là aussi, de se mettre en contact avec l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, rue Logis à Paris. Vous trouverez les coordonnées sur Internet. Je crois que voilà, ce qu'on veut dire, c'est que nous essayons de vous ouvrir différentes fenêtres. Évidemment, ensuite, le choix revient à chacun d'entre vous de savoir si c'est le bon moment de sauter le pas, le bon moment d'entamer cette nouvelle vie, qui pour tous ceux qui l'ont fait, en tout cas, disent qu'un de leurs regrets a toujours été de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est vrai que chaque âge a ses défis, chaque profession a encore ses défis qui se rajoutent. Donc, nous sommes là pour vous accompagner autant que possible. Et moi, je voudrais donc remercier tous les associés de cette soirée, avant tout le cabinet Abitbol Associés et Yasmine qui a dirigé de main de maître l'organisation une fois de plus de notre rencontre et que l'on pourra retrouver en différé sur notre site. Et Naftali Lévy de l'Organisation sioniste mondiale qui nous accompagne. Et nous allons continuer la semaine prochaine, dès dimanche, où vous nous suivrez, vous recevrez un mail pour nos prochaines activités. Donc, merci, maître Déborah Abitbol, dès lundi, pardon. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai pu vous donner un petit avant-goût parce que je pense, ma volonté, c'était vraiment de vous donner une autre approche de la fonction d'avocat en Israël. Elle paraît peut-être un peu prétentieuse, mais il faut que vous ayez cette confiance en vous. Il ne faut pas venir en vous disant « qu'est-ce que je vais faire, je vais tout abandonner ». J'en connais trop d'avocats qui ont abandonné. Je peux vous assurer qu'il y a du travail. Je peux vous assurer qu'on a besoin d'avocats français, que je suis extrêmement sollicitée et que je ne vais pas forcément non plus rester 40 ans encore dans la profession, même si j'adore et qu'il n'y a pas d'âge à la retraite en Israël, sachez-le. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que d'expérience personnelle, le fait de vouloir vous dire « je veux travailler dans ma langue », c'est possible. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez parfaitement, en parallèle de l'hébreu, prendre votre temps, ne pas être en difficulté, ne pas vous dire « écoutez, effectivement, il va y avoir 2 candidats, je ne serai jamais acceptée parce que je n'ai pas le niveau d'hébreu ». Non, vous devez aller vous rendre à un entretien en vous disant « c'est moi qui vais vous apporter quelque chose ». Ce n'est pas vous qui m'apportez quelque chose. On vient aujourd'hui et regardez un petit peu dans quelle mouvance on est. On vient avec la culture française, on vient avec la gastronomie française, on vient avec tout notre héritage. Et l'ALIA, ce n'est pas faire un trait sur son héritage. C'est justement le kibbutz galouyot, c'est-à-dire le melting pot israélien qui fait qu'Israël est Israël. Ne croyez pas que quand les Marocains ils sont arrivés il y a 60 ans ou que les Ashkénazes sont arrivés également après la période difficile de la Shoah,
il n'y avait pas une uniformisation. Chacun est venu et a apporté quelque chose. Donc aujourd'hui, et ça, Avi l'a dit, la nouvelle vague d'Alia qu'il va avoir, c'est une Alia qui doit absolument s'ancrer dans une plus-value et non pas se dire je vais être une charge, je vais être un poids en Israël, je ne vais pas trouver, je vais complètement me réorienter. Je sais que je m'adresse à des professionnels qui adorent leur métier, en tout cas je le souhaite comme moi, j'adore mon métier d'avocate, et qu'il faut continuer à défendre vos convictions, à défendre vos dossiers, et je peux vous assurer qu'un nombre extrêmement significatif de Français vont avoir besoin de vous sur le droit français. Merci sur ces paroles très sionistes, très encourageantes. Merci à vous tous, à tous nos auditeurs et à la prochaine. Toda Rabba. À très bientôt. Merci, merci tout le monde. Au revoir.